Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre site erotech-tv.fr. Voilà, nous avons le plaisir de nous retrouver pour parler des questions qui font l'actualité de la République démocratique du Congo, notamment la question du dialogue. Aujourd'hui, j'ai avec moi autour de cette table Maître Albert Mbaunewa Nkiri, avocat et chargé des questions juridiques au sein de la fédération UNC France. Bonjour maître. Bonjour. Alors, un grand plaisir de partager ces moments avec vous pour parler de la République démocratique du Congo. Comme vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on parle plus du dialogue. Demain, il y a signature des accords qui ont été trouvés entre la majorité présidentielle, la société civile et l'opposition. Ouais, merci beaucoup, Monsieur John, pour votre invitation à cette émission. Je salue ici également les gens qui ont l'habitude de suivre Erotech, qui fait partie aujourd'hui de la fierté de l'ère des Congo en tant que média numérique. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut d'abord fixer les gens par rapport à où est-ce qu'on vient pour qu'on arrive à cet accord politique. Il y a eu beaucoup de controverses autour des dispositions constitutionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu un blocage sur le plan politique. On a pu avoir cette discussion au niveau du dialogue parce que cela a été demandé par la résolution 2217 du Conseil de sécurité des Nations Unies du mois de mars, étant donné que le Conseil de sécurité, c'est un organe qui préserve la paix. Et pour éviter qu'il y avait l'esperte de la violence ou de la menace de la déstabilisation du pays qui était en vie, c'est comme ça que cette résolution a été prise. Donc, quand on dit résolution, c'est pratiquement une obligation à la RDC de pouvoir régler la question sur le plan consensuel par un dialogue. Mais il faudra préciser qu'il y a eu des dispositions constitutionnelles qui ont posé problème dans l'application et qui aujourd'hui semblent être controversées par rapport à l'interprétation. C'est comme ça que nous, en tant qu'INC, en tant que parti politique, nous avons l'obligation de procéder à l'éducation civique et politique des masses. Mais ici, je vais spécialement pour expliquer de manière technique sur le plan constitutionnel qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici. Il y a, par exemple, l'article 60, je prends dans un premier temps l'article 70. L'article 70 de la Constitution, dont l'interprétation posait problème. Cet article dit, l'article dispose exactement ce qui suit. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et cet article, il faut le lire de manière combinée avec l'article 73, qui dit ceci que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. C'est là où ça pose problème. Et l'article 70 précisait que, à son alinéa 2, que le président de la République sera là jusqu'à l'installation effective du président élu. On suppose que l'article 73 devrait déjà être appliqué, c'est-à-dire on aurait convoqué les corps électoraux pour qu'il y ait élection, de manière à ce que le président actuel passe le flambeau à celui qui va lui succéder. À ce niveau-là, il n'y a pas eu organisation d'élection pour des raisons que l'on sait. Je ne vais plus revenir sur ça parce que ce qui est important maintenant, le plan de sortie de la solution, de la crise. Et il y a une crise qui a été qui s'est installée. Mais on se rend compte effectivement qu'il y a des responsabilités je vais dire des responsabilités. D'abord, la responsabilité c'est au niveau du pouvoir qui s'est organisé pour qu'il n'y ait pas cette élection. Mais il y a aussi la lacune au niveau du constituant. Donc, la Constitution n'a pas prévu les cas où il n'y a pas élection. Dans ces délais-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Constitution, les constituants ont prévu seulement qu'il y ait succession dans les 3 mois. Il y a élection et puis 10 jours après, il y a passation de pouvoir. Mais cela n'a pas été fait. Mais les constituants est muet. C'est là où est née la crise. Effectivement, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais je parle de ce que prévoit la Constitution. La Constitution n'a pas prévu les cas où il n'y a pas élection, mais le président est là, qu'est-ce qu'on fait? Et d'où la crise.
Alors, aujourd'hui, moi, je me mets à la place de monsieur tout le monde, évidemment, pour vous dire que la Constitution est comprise de deux manières. D'un côté, il y a les juristes comme vous, il y a les politiciens qui comprennent bien les choses, et il y a de l'autre côté le peuple que nous sommes. Le peuple, pour lui, on lui avait toujours inculqué jusque-là dans la tête que, bon voilà, au 19, Kabila Yebela. Donc au 20, on a un nouveau président. On devait organiser les élections. À supposer par exemple que le président Kabila, au 9 décembre, il dit bon, je m'en vais. Comment on va les remplacer? On devait avoir une élection. C'est ça le problème de créer, d'éviter un vide institutionnel. Moi aujourd'hui, dans ma tête, si Kabila n'était plus là au 20, ben, il est automatiquement remplacé par M. Kemwa Dondo. Mais là, il y a maintenant un obstacle. Alors j'aimerais donner lecture de l'article 75 qui réglemente cette question-là. Que dit l'article 75? En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. L'article 75. L'article 76 dit ceci. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par les gouvernements. Voilà l'explication maintenant sur le plan pratique. Le président du Sénat remplacerait pour un intérim. Oui, et il faut qu'il y ait une vacance d'abord. Il faut d'abord qu'il y ait vacance. Il y a des étapes d'abord avant qu'il les remplace pour l'intérim. Il faut que le gouvernement saisisse la Cour constitutionnelle. Ce qui a été le cas, parce qu'il y a eu interprétation... Non, là c'est différent. Là c'est l'interprétation de l'article 70 alinéa 2e. Nous sommes au niveau de la possibilité de l'intérim. Mais la procédure d'intérim... À ce niveau-là, la question ne t'est jamais posée. Ou ne s'est pas posée pour le remplacement. Mais l'article est là. On dit démission, décès ou empêchement définitif. Il faut d'abord que les présidents en fonction démissionnent. Ou bien ils décèdent. Ou bien qu'il y ait un empêchement définitif. L'empêchement définitif est défini dans la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle. Qui, grosso modo, dit qu'il faut que la personne soit incapable physiquement d'exercer les pouvoirs. Ce sont des cas alternatifs pour lesquels le président du Sénat pouvait assumer l'intérim. Mais il y a une procédure. Il faut que le gouvernement actuel saisisse la Cour constitutionnelle qui prend un arrêt, qui constate qu'il y a vacance. Est-ce que cela politiquement était possible dans l'instant? Est-ce que vous pensez que ça ne sera pas possible pour Kabila? Ce ne serait pas possible de se dire, bon voilà, moi j'ai fait mon temps et aujourd'hui je ne me sens pas capable. Vu que les réactions sont... il y a une avalanche de réactions qui tombent de partout en disant Kabila il doit partir, il ne peut plus rester au pouvoir. C'est aussi une pression extérieure qui exprime la volonté du peuple de voir ces présidents-là plus au pouvoir. Ils ne veulent plus le voir au pouvoir. Il ne peut pas se dire, bon voilà, on ne m'aime plus, je n'ai plus rien à leur donner, j'ai fait mon temps, je m'en vais. Ouais, il faut lui poser la question. Est-ce qu'au regard des éléments de politique actuellement qui se passent, lui qui était parmi les gens qui ont bloqué, croyez-vous qu'il peut le faire? C'est ça le problème. Donc il faut que les gens comprennent ici que pour qu'il y ait intérim, pour que le président du Sénat puisse faire l'intérim, il faut qu'il y ait vacance d'abord par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il faut soit qu'il y ait démission, soit décès ou empêchement. Et en plus, les cas de vacances doivent être constatés pendant son mandat. Ce n'est pas après les 19. L'intérim, c'est pendant les mandats. Ça veut dire quoi? On n'y est pas encore. Pendant que tu es président de la République et tu exerces ton mandat, tu disparais, tu meurs, ou tu démissionnes, ou tu as un empêchement parce que tu es très malade, tu ne peux pas exercer. Là, dans ces cas-là, on enclenche la procédure des vacances par la Cour constitutionnelle. Et après, le président du Sénat, quand il vient en tant qu'intérimaire, rien que pour organiser les élections, il a 3 mois, il a 2 mois et prolongé de 2 fois, donc 3 mois ou 4 mois au plus. Est-ce qu'à supposer même que le président du Sénat, à supposer que pendant le temps du mandat, parce qu'on ne parle pas de l'intérim après les mandats, est-ce que sans fichier électoral, le président du Sénat pouvait organiser les élections en 4 mois? Tu vois des obstacles de droit qui fait qu'on se retrouve dans cette situation assez confuse.
qui devait nécessiter les gens se mettre autour du table pour trouver une solution par rapport à cette crise politique. C'est comme ça que moi j'estime, en tant que technicien, il faut qu'on arrive à réviser l'article 70 pour éviter ces cas de jurisprudence. Parce que sinon, tout président, celui qui prendrait le pouvoir, il fera la même chose comme le président actuel. Il s'organise pour qu'il n'y ait pas d'élection. Après, on se retrouve encore autour du table. Ça, il faut éviter. Je considère qu'il faut réviser l'article pour empêcher que cela fasse jurisprudence dans l'avenir. Alors, le message ne s'adresse pas seulement au président en exercice en RDC, il s'adresse aussi au président futur. C'est lui qui va venir, qui va le remplacer. C'est comme ça que je propose qu'on révise cette disposition constitutionnelle pour contraindre le président, même s'il n'arrive pas à organiser les élections par des astuces, des artifices, qu'il quitte les pouvoirs. Et on organise ça autrement. Pensez-vous que Kamere, si jamais il était élu président, il pourrait prendre une telle décision? Il y a tous les observateurs de la vie politique aujourd'hui, on dit que au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, on a connu que 2 présidents qui sont très ouverts sur le plan démocratique. Il y a le cardinal Monsengo, quand il était président de la conférence épiscopale, et le président Kamere. Tu peux demander à même ceux qui le traitent de tous les mots, c'est constat. Remarquez ce qui se passe maintenant et par rapport à lui, quand il était président de l'Assemblée nationale, il a été disons, l'église au milieu du village. C'est ça qui lui a causé tous les troubles par rapport à son parti, qui ne comprenait pas, lui qui était du pouvoir, qui laissait l'opposition s'exprimer normalement sur le plan démocratique. Donc voilà, c'est déjà un acquis par rapport à la question que tu as posée. Donc certainement, il pourra estimer que non, étant donné que c'est un démocrate, on va le faire. Donc je suis là au moins, je suis convaincu que les choses peuvent se passer de cette façon-là. Ah bon, très bien. Bon, c'est très bien. C'était très bien de pouvoir éclairer ces articles qui prêtent confusion aujourd'hui, puisque bon, je ne sais pas exactement comment ça se passera aussi bien ici dans la diaspora qu'à Kinshasa au 19 et au 20 décembre, parce que bon, tout le monde est déterminé. On lit les journaux, Jeune Afrique, Le Monde, on voit tout le monde attend ces 2 jours pour voir s'il y aura alternance, mais en douceur. Oui, mais déjà l'accord politique, c'est une négociation en douceur, l'accord politique. Et les Nations Unies ont vu effectivement, ils voulaient éviter, en fait, on n'avait que des schémas, soit les schémas du chaos, soit les schémas de négociation. Parce que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir, il n'y a que des schémas. Il faut choisir vraiment les schémas les moins écoutés, qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, quand le président Kamere a dit qu'il y a des lignes rouges, et au moment où je vous parle, effectivement, l'AMP, la majorité a fléchi. Parce que moi, j'ai dit aux gens aujourd'hui... Et vous pensez que la majorité a fléchi par rapport à la... Je vais m'expliquer. Oui. La politique, c'est un peu comme au niveau du football. C'est-à-dire, on peut attaquer son adversaire qui est sur là où il a des faiblesses. Ce n'est pas là où il a des points forts. C'est-à-dire, quand vous avez un adversaire, il faut chercher les points les plus faibles. Les points les plus faibles du pouvoir, c'est les arguments. Ce n'est pas dans le secteur de la violence parce qu'il a l'armée. Le point le plus fort, c'est la ligne rouge. Oui, bon, je vais m'expliquer. Voilà. C'est comme ça que... Parce que de l'autre côté, il y a l'armée, il y a... Oui, justement. Non, la ligne rouge, ça veut dire quoi? Les points les plus faibles pour le pouvoir, ce sont les arguments. Et les arguments, il faut l'affronter face à face, c'est ce qui s'est passé au dialogue. C'est comme ça que le président Kamere a dit, si on n'organise pas les élections, on ne commence pas par les élections présidentielles, on ne signe pas et l'opposition est sortie. Deuxièmement, il a dit, s'il n'y a pas une date pour l'élection présidentielle, on ne signe pas. Au moment où je vous parle, vous le savez comme moi, depuis hier, il y a une date précise pour le niveau de l'accord politique. Donc voilà quelqu'un qui promet et qui s'engage par rapport à ça. Il a dit ça, effectivement, ce qui va se passer. Alors, M. Mbaounewa, je pensais que dans la majorité qui représente la République, donc le peuple autour de la table du dialogue, il n'y avait pas Kamere, il n'y avait pas à dire tel ou tel est là, mais il y avait l'opposition. Moi, j'ai l'impression que vous mettez Kamere à l'avant-plan
pour qu'ils soient bien vus, comme si c'était lui qui avait ouvert le chemin à toute l'opposition, sans compter le rassemblement qui s'est battu jour et nuit. Donc, à savoir tout ce que monsieur qui est le responsable du rassemblement, M. Etienne Tshisekedi, a enduré toute sa vie pour qu'il y ait la démocratie, s'établisse réellement à Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous mettez plus en avant M. Kamere. Mais si ces points ont été définis, c'était dans l'opposition, ce n'était pas Kamere. Moi, je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de parler de l'opposition autour de la table du dialogue. Oui, mais moi je parle de l'opposition, c'est vous qui avez cité le nom de Kamere. Non, non, donc, mais quand vous avez cité puisque vous avez parlé de la ligne rouge tracée par Kamere. Ouais. Bah, la ligne rouge, justement, la ligne rouge, on en a connu de ligne rouge avec M. Tshisekedi. Ce n'est pas ça qui a fait fléchir M. Mobutu, que vous avez très bien connu. Vous avez connu ses réactions par rapport à ce genre de comportement. Aujourd'hui, vous balayez d'un revers de main tout ce que M. Etienne Tshisekedi a enduré dans le passé pour que vraiment qu'on puisse parler de la démocratie, qu'on puisse parler de l'opposition au Congo. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous voulez mettre Kamere en avant-plan. Quel est votre objectif? Puisque aujourd'hui, on doit travailler la main dans la main, toute l'opposition confondue. Sans seulement citer Kamere, qu'est-ce qui vous convainc dans sa démarche vers la magistrature suprême? Oui, de toute façon, le président Kamere, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un rassembleur. Et c'est un des rares politiciens aujourd'hui, quand il prend son micro, de ne pas commencer à faire des invectives à ses partenaires politiques. Et vous avez suivi son discours tout au long du dialogue, il a toujours un discours rassembleur. Quand il a pris la parole la première fois, lorsque je me souviens de la première séance, il a dit, à l'ouverture, il a dit, donnez-nous quelques jours, on va encore commencer à chercher à convaincre le reste de ceux qui sont dehors. Et pendant tout le dialogue, je ne sais pas, je suis convaincu que vous suivez l'actualité, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour aller vers les rassemblements? Que ce soit l'Église catholique, que ce soit les gens qui sont dedans, que ce soit les diplomates, pour expliquer aux gens. Et vous avez finalement lu les communiqués de la SADC il y a 2 jours, en disant que non, nous on soutient Kodjo, on soutient le dialogue, à d'hérésie. Et le responsable de la MONUSCO, qui est allé faire le rapport sur l'état de la MONUSCO au niveau des Nations Unies, Mamadi Sikou, il a dit les mêmes langages. Il faut adhérer à ces dialogues. Parce que je me pose la question, parce que là, on n'a jamais renié au président Tshisekedi tous les rôles sur le plan démocratique qu'il a joué. On n'a jamais renié ces rôles-là. Mais on a un problème d'approche. On a un problème d'approche. Même si en France, vous voyez, on est de la droite, on est de la gauche, mais tout le monde n'a pas la même approche de voir les choses. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, au niveau de la droite, aujourd'hui, il y a des courants. Vous avez JP, vous avez Sarkozy, il y a des courants. Ce n'est pas un problème. Et il ne faut pas s'en offusquer. On est dans l'opposition, mais chacun a son approche et sa façon de voir les choses. C'est normal. Mais je crois qu'on va continuer à travailler pour que tout le monde adhère. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir, à supposer qu'on dit tous les préalables sont aujourd'hui remplis. Les rassemblements qui est dehors va discuter avec 1, 2, mais il va débattre de quelles questions? Ça sera sur le processus électoral, ça sera sur la date des élections, mais ce sont des questions qui ont déjà été débattues au niveau du dialogue, on a trouvé un accord politique. C'est ça justement, aujourd'hui, bon, et je me demande aujourd'hui, avec cette date qui vient de fixer, parce que bon, c'est juste encore un projet d'accord, c'est pas signé, mais on peut quand même en parler. Il y a les 30 septembre 30 octobre, je m'excuse, date du dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Voilà. Je n'ai pas sur réserve, ce n'est pas encore signé. Et avril pour les élections effectivement présidentielles. Je me pose la question de savoir si ceux qui sont dehors. Pas 2017, 2018. 2018, oui. Voilà. 2017, dépôt de candidature. Ouais. 2018, avril, dépôt, élection présidentielle. On a ramené ça parce que pour la CENI, c'était novembre 2018. Ça, c'est l'effort qui a été salué. Je parle de l'opposition dans l'ensemble, je parle pas seulement du président Kamere, toute l'équipe qui a été là-bas a travaillé dans l'ensemble. Alors, je me pose la question de savoir si, à cette date-là, ceux qui sont dehors ne vont pas déposer des candidatures. C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on peut aujourd'hui garder les archives de cette vidéo pour qu'on se retrouve le 31 octobre? Et je vous dirais que tout ce monde-là, connaissant la classe politique congolaise, ils vont déposer la candidature.
Et ça, je suis vraiment convaincu. Alors, il faut être... Nous, on ne fait pas la politique spectacle. Nous, on fait la politique pratique. Nous, on veut dire, c'est comme ça que je suis arrivé ici pour expliquer à tout le monde les difficultés, les obstacles de droit qui ont fait en sorte qu'on puisse se retrouver dans cette situation politique. À situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle. Nous sommes maintenant dans une situation politique parce que la Constitution ne se lit pas sans la politique. Si vous avez les fondamentaux du droit constitutionnel comme cours, on vous dit les cours de droit constitutionnel et institutions politiques. On ne peut pas faire l'exercice du pouvoir, on ne peut pas l'exercer, disons, on ne peut pas faire analyser l'exercice du pouvoir constitutionnel sans faire état de la politique. Et chaque État et chaque société a ses contingences politiques. Ce qu'on a vécu avec Mobutu est politiquement différent de ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'il y a de nouveaux acteurs politiques, il y a les contingences politiques, les réalités politiques ont changé. Voilà. Alors, maître, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Sauf si vous avez un dernier mot pour ceux qui vont vous suivre hein, pour la toute première fois sur notre chaîne, sachant très bien que cette vidéo va être suivie par pas mal de gens, y compris des juristes comme vous, qui reviendront éventuellement vers vous pour vous apporter leur lumière par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un tout dernier mot, très brièvement, pour qu'on clôture cette émission? Ouais, les derniers mots, c'est que je crois qu'il faut tous, nous soyons beaucoup plus posés et compréhensifs par rapport à ce qui s'est passé. Donc, je reviens ici sur dire que si on est arrivé à cette crise politique parce qu'il y a eu des obstacles et des droits qui ont été érigés, enfin, qui sont retrouvés dans la Constitution, dont certaines dispositions constitutionnelles sont difficiles à être appliquées, de manière à ce qu'il y ait une crise politique et qu'on se retrouve maintenant devant une situation politique, d'où l'accord politique qui va régler les questions politiques. Et dans l'accord politique, il est clairement stipulé qu'il y aura respect de la Constitution pendant cette courte période de transition. Autre chose, même si on pouvait faire un intérim, mais il y a un problème technique. Est-ce qu'on peut aller voter sans bulletin de vote? Est-ce que la diaspora, à supposer qu'on devait convoquer les corps électoraux le 19 septembre, est-ce que la diaspora veut voter ou pas? Parce qu'on a demandé que la diaspora également vote, s'enrôle. Est-ce que cela était-il possible au 19 septembre? C'est comme ça qu'on donne la chance aujourd'hui à la diaspora de s'enrôler pour qu'elle vote. Parce que c'est la seule façon, à mon sens, de s'exprimer correctement. Il faut que la diaspora vote en disant non, on est d'accord avec celui-ci, on n'est pas d'accord avec celui-là. Je vais revenir 2 minutes sur l'article 64, si tu permets. L'article 64 dit ceci, ça pose également un problème d'interprétation. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. L'article 64 lui-même pose problème dans son interprétation. Oui. Il dit une chose et son contraire. On vous dit, vous faire échec. En fait, vous résistez. Faire échec signifie résister. Justement, c'est... Alors, et résister à quoi? Mais si vous résistez, ça va aboutir à quoi? Vous résisterez. Mais malheureusement, l'alinéa D dit ceci. Lorsque vous voulez faire une tentative de renversement des régimes constitutionnels, parce que ça, quand vous résistez et que vous voulez par exemple faire un renversement, parce que de toutes les façons, soyons clairs, quand vous résistez, vous chercherez également à renverser les pouvoirs, à renverser les régimes. À toute action correspond une réaction. Le seulement doit avoir un résultat, un objectif, non? Et alors, si vous cherchez à les faire, ça pose aussi un problème, on dit que non, tentative de renversement des régimes constitutionnels, et c'est une infraction. Ça pose même un problème déjà dans la compréhension de l'interprétation de l'article 64. Donc voilà toutes ces questions de droit qui font des obstacles de droit, qui font qu'il faut absolument négocier avec le pouvoir pour une sortie dans le calme. Et c'est comme ça que les Nations Unies ont compris même les difficultés d'interprétation de certaines dispositions. Même l'article 64 pose problème dans son interprétation. Oui, voilà, je demande à tout le monde d'être apaisé. L'accord politique sera certainement signé dans 2 ou 3 jours. Et je suis convaincu que nos amis des rassemblements, comme on l'a souhaité, comme la SADC l'a souhaité, qui a suivi les communiqués de la SADC, on dit que l'accord sera signé, mais il sera ouvert. Celui qui viendra demain, après-demain et qu'on sort, il viendra pour signer l'accord. On va continuer à travailler pour l'intérêt de la nation. Alors, les derniers mots que c'est sur ces derniers mots qu'on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être fidèle à notre chaîne.